Bonjour à tous. Bonjour Gilles Le Gardinier. Bonjour Véronique. Ça fait plaisir de vous voir à Colmar parce que ça fait longtemps qu'on vous attendait. Ben oui, mais c'était pas moi, j'avais un mot du docteur en fait. On était tous chez nous malades, enfin théoriquement. Voilà. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes écrivain, scénariste, producteur, réalisateur. Votre premier grand succès a été Demain j'arrête, qui a été le livre francophone le plus vendu en 2013. Vous faites donc partie du petit club des auteurs les plus lus en France. Vos romans sont traduits en 22 langues et se sont vendus à plus de 5 millions d'exemplaires. Ça a augmenté depuis. Ça a augmenté depuis, voilà. Alors, Demain j'arrête avait été qualifié de comédie, mais vous abordez aussi d'autres styles littéraires, le thriller, le polar, l'aventure, le roman historique. Et aujourd'hui, vous êtes là donc pour nous parler de votre nouveauté, mardi soir 19h, aux éditions Flammarion. Alors, ce roman, c'est l'histoire d'Éline. On va pas parler que du roman en fait, parce que je me permets, Véronique, Oui. on pose la question, qui l'a déjà lu? Ça, c'est mes lecteurs. Hein. Mais non, mais c'est pour donner envie à ceux qui n'ont Vous pas avez lu. envie de le lire? Je peux résumer la fin si vous voulez, on peut gagner du temps. Alors Véronique est quelqu'un de sérieux. On a déjà eu un entretien ensemble et c'est quelqu'un qui bosse ses sujets. C'est quelqu'un qui est très précis et que quand tu ne lui réponds pas, cherche vraiment la réponse. C'est très agréable de travailler avec Véronique. Aujourd'hui, mon job, pour vous faire plaisir, c'est d'essayer de lui compliquer la vie. Ah mais c'était pas prévu. Les gens applaudissent, hein, c'est moche. Hein. Allez, Ah d'accord, mais si j'avais su, mais je ne savais pas non plus. Décliner l'invitation. D'accord. Donc c'est Éline, une jeune infirmière de 28 ans. Qu'est-ce qu'il y a dedans, Véronique? Non, mais on verra. Et soyez un peu patient. Mais je suis un enfant. Soyez un peu patient parce que. Oui. La maturité viendra avec l'âge. Après, si vous voulez plonger la main dans le bocal. Jamais. Si vous m'y autorisez, ça m'intéresse pas. Est-ce que c'est qu'il y a des piranhas à l'intérieur? Vous savez. Ok, je suis courageux. Mais... Non, je vous écoute, pardon. Je vais répondre à vos questions sérieusement. Après, je veux pas être la trouble fête. Ah non, mais non, du tout. Vous êtes dans la fête avec nous, c'est très bien. Donc, alors, on comprend dès les premières pages que Éline, elle n'est pas très heureuse dans sa vie. Son couple avec Enzo est en train de s'étioler. Elle n'est pas non plus très satisfaite de sa vie d'infirmière à l'hôpital parce qu'elle a l'impression de stagner. Et donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors j'ai un petit extrait. J'ai l'impression que je cherche l'électrochoc qui réveillera ma vie. Je suis à 2 doigts de lécher les prises électriques. Ça, j'aime bien. Lécher les prises électriques. Vous ne l'avez jamais fait? Pas encore, non. Il faut que dans mon quotidien, face au grand mur gris qui s'élève sournoisement autour de moi, je perce rapidement une fenêtre, sinon je vais étouffer. Donc il y a vraiment urgence pour Éline. Et alors ce qu'elle fait, ce qui peut sembler un peu anodin au premier regard, c'est elle s'inscrit dans un club de sport où elle va se rendre tous les mardis à 19h. Et en fait, c'est ces rencontres qui vont bouleverser sa vie. Alors pourquoi vous avez eu envie de nous raconter cette histoire? Gilles Le Gardinier. Bonsoir. Pour moi, ce qui m'intéressait avec ce personnage, il y a 2 choses. Déjà, c'est une infirmière. C'est pas la pandémie qui m'a donné envie d'en faire une infirmière parce que j'ai une vie assez pourrie pour me rendre compte que les soignants étaient importants avant la pandémie. Et ce qui était important pour moi, c'est que cette femme-là soit obligée de prendre soin de gens qu'elle ne connaît pas comme si c'était sa famille, alors que potentiellement, elle pourrait les détester. Or, c'est ce que font les soignants. Ils prennent soin des gens. Et Éline est au moment de sa vie où elle commence à mesurer l'écart entre ce qu'elle espérait, entre ce qu'elle rêvait de vivre et la réalité de ce qu'elle vit. Donc en fait, c'est une étape qu'on passe tous. Moi, quand je serai grand, ça m'arrivera aussi. Et il y a un moment où on peut être déçu de la réalité. Et ce qui était important pour moi aussi, c'est que Éline n'est pas quelqu'un de légalement malheureuse. Elle n'a pas subi de vraies catastrophes. C'est quelque chose de... Elle n'est pas heureuse, mais elle n'a pas de cause officielle pour se plaindre. Elle ne peut pas faire partie des gens qu'on autorise à dire « ma vie est pourrie parce que ». Et tristement, c'est une majorité de gens qui sont pas bien à leur place ou pas bien dans leur vie et qui, à un moment, doivent le plus tôt possible prendre conscience de ce qui peut
changer ou de ce qu'ils ont à changer pour arriver à devenir eux-mêmes. Voilà, c'était une réponse super sérieuse. Ouais. C'était la dernière. Bonne soirée, Non. Véronique. Bon, laissez-moi, je reste là, vous pouvez partir. Alors, il y a un déclic, en fait, qui lui donne l'envie ou l'énergie de changer de vie. C'est la scène qu'elle voit dans la rue, parce qu'il la renvoie à sa propre enfance et à ses rêves. Et je sais que vous observez beaucoup dans la rue, dans les lieux de passage, dans les gares. Et du coup, je me suis demandé si ça vous est arrivé de vous croiser enfant dans une rue. Alors, je suis complètement taré, Véronique, mais j'en suis pas à me croiser dans la rue. Ça me fait de la peine que vous me voyez comme ça, parce que le mec qui se croise et qui ne se dirait pas bonjour, il est mal poli. Et si on se fait un bisou, c'est bizarre. Enfin, alors, pour répondre plus sérieusement, l'enfant que j'étais vit en moi. C'est-à-dire, il n'est pas très loin de moi. On s'entend très très bien. Et du coup, en fait, j'ai pas besoin d'avoir ce genre de... Je continue à jouer, j'en ai envie. Je ne conçois pas une vie sans ça. Et très honnêtement, je suis heureux avec l'adulte que je deviens parce qu'il est très proche de l'enfant que j'étais. J'ai pas eu cette espèce de renoncement, j'ai pas eu cette phase. Je suis pas déçu par la vie. Alors c'est dur, c'est difficile, mais je pense que c'est toujours possible. Et puis l'expérience que j'ai depuis 10 ans en littérature m'a complètement régénéré de ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, je suis en contact avec des gens qui viennent me parler très franchement, avec qui je vis des choses qui sont assez chanceuses et assez extraordinaires. Et je vois beaucoup, je baigne dans une belle partie de la nature humaine. Donc en fait, j'ai tout pour être réaliste, mais optimiste. Ouais. Je ne suis pas un bisounours. Je ne suis pas un bisounours. C'est une phrase de littérature, ça. Et on sent dans les livres que vous avez une empathie, vous avez envie d'accompagner vos lecteurs et peut-être de les aider. Et parce que, alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais je crois que tout le monde vous connaît ici, faut dire que vous avez un... J'en vois deux là-bas au fond. Voilà. Tout au fond. Le mec de l'incendie et coucou. Parce qu'en fait, vous avez une relation fusionnelle avec vos lecteurs. Donc, je ne sais pas si c'est fusionnel. Je sais pas. Alors là, votre façon de vous adresser aux lecteurs, là, en fin de roman, dans une espèce de lettre, où là, c'est plus le romancier qui écrit, c'est l'homme qui parle, ou là, plus récemment, pendant les confinements, quand vous avez demandé à des gens de vous communiquer des numéros de téléphone, que vous avez proposé. Je ne demande pas le numéro de téléphone aux gens. Je l'aurais proposé. Non, vous avez proposé. Après, oui, voilà. Après, ils me l'ont envoyé, mais c'était un bonheur de le rappeler, mais c'était une proposition. Mais vous avez appelé 800 personnes, enfin ça semble complètement dingue. 853. Bah ça compte, hein. Parce que 853. Oui, plus de 800 personnes. Ouais. Et vous pouvez nous parler un peu de la teneur de ces échanges, parce que ça peut être un petit échantillon de la société. Hein, 800 oui, personnes. alors après c'est très aléatoire, parce que la question est maligne, mais en fait ce ne sont que des gens qui me lisent et qui ont envie de me parler, donc on restreint déjà l'échantillon. Et puis en fait, c'est irrésumable, parce qu'à chaque fois que vous faites un numéro de téléphone avec juste un prénom ou un prénom et un nom, je ne sais pas où j'appelle, je ne sais pas qui j'appelle et je ne sais pas dans quel état je vais le trouver. Surtout que les gens ne savent pas à quel moment je vais les appeler. Donc j'essaie d'appeler à des heures honnêtes, hein. J'avais donné des créneaux horaires, j'appelle pas les gens à 3h du matin, même si l'idée m'en est venue. Mais pour le coup, vous avez tous ces numéros, qu'est-ce que vous en faites ? Enfin, à un moment... Et en fait, je vous dis ça, en fait, c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens que j'ai appelés en décalage horaire qui étaient dans des territoires d'outre-mer. Et en fait, je les ai dérangés à 4h du matin. Donc en fait, c'est faux ce que je vous dis. J'ai appelé à n'importe quelle heure, en fait. Mais à chaque fois, les gens étaient déjà touchés de m'avoir. Et après, souvent, quand les gens viennent, il y en a quelques-uns qui sont déjà venus en dédicace avec moi aujourd'hui. Ils vous parlent d'abord du moment ou de la façon dont vos textes ont connecté avec leur vie. Et après, ils me racontent ce qu'ils ont à me dire, mais c'est tellement varié, il y a tellement... J'ai rencontré... honnêtement, je pense qu'en 10 ans, j'ai rencontré des dizaines de milliers de personnes. Et à chaque fois, vous avez des choses qui sont très graves, très puissantes, mais vous avez des choses très légères. Je suis hyper fier que énormément d'épouses se soient fait virer de leur lit parce qu'elles rigolaient trop en me lisant et qu'elles se sont fait chasser de leur chambre. C'est un vrai motif de fierté. Les gens qui ont perdu, qui n'ont pas eu d'arrêt de maladie parce qu'ils étaient dans la salle d'attente du médecin, qu'ils ont pris un fou rire et qu'ils sont arrivés devant le Toubib alors qu'ils espéraient être arrêtés, qu'ils étaient hilars. C'est des motifs de joie, de fierté. Après, il y a des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus denses, beaucoup plus dramatiques. Mais c'est la vie, c'est vraiment c'est la vie en plus fort. C'est un sirop de vie, c'est un extrait de vie, c'est un élixir de vie. C'est extraordinaire. Le truc qui est frappant, c'est que
quand je vous vois arriver, même quand on a eu notre premier entretien, qui n'était pas anodin, on a vraiment eu un échange. Hein. Vous savez qui je suis parce que vous avez lu mes livres. Donc vous avez une idée de qui je suis. Souvent, vous avez lu plusieurs livres, vous avez une idée de la façon dont je réfléchis, dont je ressens, vous savez ce qui me fait réagir. Moi, vous êtes un paquet cadeau devant moi. C'est-à-dire, je ne sais pas quand vous arrivez à quoi m'attendre. Et en fait, le truc qui est très frappant, c'est que ce métier, vous côtoyez, m'a appris à ne m'attendre à rien. Je cite souvent l'exemple d'une jeune femme qui s'appelle Emmanuelle Dagua. Je ne sais pas si elle verra les images, mais qui est en fait une charmante jeune femme, toute mignonne, toute frêle. Mais elle est routier. Elle est routier. La première fois qu'elle m'a dit ça, elle m'a séché sur pied. Et la dernière fois qu'on s'est vu, elle passait en région parisienne. Et je vous jure que c'est vrai, on s'est donné rendez-vous sur le parking du Leroy Merlin où elle livrait. Je fais la moitié de la hauteur de la portière de son camion. Et honnêtement, c'était extraordinaire. Mais j'ai vu des jeunes femmes qui étaient soudeuses dans l'industrie nucléaire. J'étais à Lyon, j'ai vu la patronne du greffe du tribunal de Lyon, qui est juste... c'est des personnalités, à chaque fois, c'est des caractères. Et puis, je vois des femmes qui élèvent 2-3 enfants toutes seules. Je vois des gens qui ont travaillé de nuit et qui viennent me voir. Il y a des gens qui ont fait des centaines de kilomètres pour venir me voir aujourd'hui. C'est irrésumable. À chaque fois... on est dans nos métiers tentés de faire des classements, qui est le meilleur vendeur, combien vous avez vendu de livres. Mais je ne perds jamais de vue qu'à chaque fois, ma relation au livre et au lecteur est une histoire particulière. Parce que même si vous avez des millions de lecteurs... J'aime bien... C'est vrai. Des millions de lecteurs. Des millions de lecteurs, en plusieurs langues. 22 langues. C'est ça. Mais peut-être plus. Ouais, plus de 22 langues. Ça, plus de 22 langues. Ouais, à chaque fois qu'ils prennent un de vos livres, ils sont seuls avec vous. C'est la force de la littérature. C'est un match que vous jouez 1 à 1. Et ça, il n'y a pas d'équivalent. J'adore ça, quoi. Et donc, quand ils viennent vous voir, quand ils font l'effort de venir vous voir, il se passe forcément un truc. Oui, parce que c'est pas courant, une telle familiarité avec ses lecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que écrire, ça suffit pas ? Il faut donner davantage de soi ? Alors, je ne sais pas si ça suffit pas. C'est ma nature. C'est-à-dire que le livre est un des seuls secteurs artistiques avec le théâtre où vous avez une physicalité avec les gens qui approchent votre œuvre. J'en parlais tout à l'heure avec une lectrice. Pas vrai, Julie ? Et en fait, au théâtre, les gens sont en contact avec les comédiens qui font vivre la pièce. Vous avez un lien physique avec moi. Alors, au cinéma, ça n'est pas possible. En télévision, ça n'est pas possible. En musique, ça n'est pas possible, sauf quand il y a un concert, il y a cette physicalité. Est-ce que vous imaginez une pièce de théâtre où les gens joueraient leur pièce, le rideau tombe et ils se barrent, sans dire au revoir, sans dire merci ? C'est juste du dernier grossier. On travaille pour ces gens. Vous et moi, on est là pour eux. Tout le salon est là pour eux. Et donc, en fait, le minimum de politesse, quand vous avez la capacité de le faire, c'est de dire au revoir, merci et de leur parler un peu plus. Moi, souvent, la première chose que je lis dans les romans des confrères, c'est les remerciements. Parce qu'à la façon dont on dit merci, on sait à qui on a affaire. Et moi, quelqu'un qui remercie son agent et son banquier ou son avocat, son livre, je m'en fous. Je parle pas à ces gens-là. Je suis un affectif, j'ai besoin de... Les gens qui remercient par intérêt ou par protocole, j'y vais pas. Par contre, moi, j'ai besoin de leur dire... et je l'ai fait dès le départ, hein, c'est pas un calcul qui est venu après ou c'est pas une méthode que j'ai trouvée après. Dès le départ, c'était important pour moi de venir dire merci de m'avoir lu, j'espère que vous avez passé un bon moment, voilà pourquoi je l'écris, voilà qui je suis. Mais c'est le seul moment où je peux m'exprimer vraiment en étant moi-même. C'est essentiel pour moi. Et alors, je voulais juste venir... Il y avait une citation où vous parliez du fait que plus vous connaissez vos lecteurs, moins le monde vous fait peur, comme si ça vous rassurait sur la nature humaine. Complètement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, je baigne dans une espèce de... J'ai un lectorat avec lequel je m'entends bien. C'est souvent des gens extrêmement gentils, qui connaissent souvent le prix des difficultés de la vie. Et du coup, il y a une espèce de rapport à l'existence qui est d'abord apaisé. Et puis, j'ai jamais été un auteur... je me la pète pas quand je reçois les gens. Ça me parle pas, je comprends pas ça. Donc, en fait, il y a un rapport de proximité immédiat qui est très clair, quoi. Et pour revenir à mardi soir, 19h, on va y venir. C'est pas des bonbons. Hein. Non, mais non, je bouffe plus du papier. Dans la vie d'avant, j'étais intermite. Mais j'ai arrêté, en fait.
Parce que le cœur du livre, c'est la quête de l'amour, quand même. C'est une comédie romantique, mais au-delà de la romance et de l'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour, il y a quand même un thème qui est plus grave, qui est la solitude, ou au moins le risque de la solitude. Je sais pas si c'est la quête de l'amour, parce que je pense que dans la vie, un de nos buts, c'est la quête de l'amour. Je pense que c'est l'envie d'aimer et d'être aimé. Mais je pense que dans ce livre-là, je dirais que c'est plus les petits combats qu'il faut mener au quotidien pour devenir soi-même. Parce que pour moi, on ne peut être actif pour le monde, on peut être utile au monde que quand on est en paix avec soi-même. Et qu'en fait, tout le monde a une personnalité qui est particulière, et que quand on est gamin, hier j'étais avec des gamins de seconde, c'était génial, et ce que je leur martelais, c'était d'apprendre à faire la paix avec eux, à découvrir qui ils sont, ce qu'ils ont comme point de force, ce qu'ils ont comme point de faiblesse, à s'en accommoder. Parce qu'on ne peut pas tout cocher dans toutes les cases. Donc tout le monde part avec des cartes différentes. Il y a des secteurs sur lesquels on a des bonnes cartes, sur d'autres on a des mauvaises cartes. Il faut apprendre à l'accepter et jouer sa partie intelligemment. Et je pense que vraiment le centre du livre, c'est justement arriver à trouver qui on est pour ensuite devenir capable d'agir vers l'extérieur, d'agir vraiment vers les autres. D'accord. Pardon, je tourne ma page. Véronique. Oui. Non, je vous écoute. Oui, je voulais. Oui, est-ce que vous êtes sorti de votre rail? Pardon? Non, je vous ai sorti du rail, c'est ça? Non, vous avez. Voilà, oui, il y a des sorties de route là. Il y a quelques dérapages. Oui, est-ce que vous avez jamais eu de mauvaises surprises? Je sais pas, comme dans un roman de Stephen King. Vous voyez de quoi je parle? Non. Alors, par rapport au lecteur. Ah, des gens qui m'obligeraient à écrire la fin d'un roman par exemple, qui vous kidnapperaient. Non, j'ai vu pas mal de choses. Hein. Honnêtement, j'ai vu pas mal de choses, mais non. Mais après, je pense que ça paraît niais aujourd'hui de le dire, mais je pense que je suis quelqu'un de gentil. Et je pense que pour les gens qui vivent la vraie vie, être gentil, c'est pas une insulte. Et je pense que j'attire des gens qui me ressemblent, c'est-à-dire plutôt rigolards, qui se battent un peu contre leur vie, mais qui n'ont pas perdu espoir. Et grosso modo, non, j'ai pas une mauvaise surprise. Et puis je m'en excuse à chaque fois parce que j'ai honte de ça. Mais les gens attendent des heures pour me voir. Les gens qui veulent juste vous dire du mal, ils n'ont pas la patience en général. La connerie est fournie avec la lâcheté. Et alors, dans Mardi soir à 19h, chez Flammarion, alors le portrait que vous dressez d'Enzo, le petit ami d'Éline, quand même, il n'est pas flatteur. Il est complètement accro aux écrans, il décolle pas de son ordi. Et vous qui êtes quand même un accro de l'échange ou de la rencontre, c'est pas un personnage repoussoir pour vous? Non, parce que je pense qu'il faut observer le monde et qu'effectivement, j'ai beaucoup de mes copains de mon âge ou plus jeunes qui effectivement ont... Parfois, les garçons peuvent perdre un temps fou avec des trucs qui n'en valent pas la peine. Je dis pas que les femmes ne le font pas. Des fois, il y a des choses qui sont étonnantes des deux côtés. Mais pour le coup, on perd plus facilement notre temps sur des choses qui sont étonnantes. C'est-à-dire qu'un garçon, vous lui donnez un ballon, une moto, un chien, un bout de bois, un ressort de bic. Il peut s'occuper 6 heures. On n'est pas compliqué à occuper. Et alors que les filles, c'est l'image que j'en ai, et là aussi ça peut paraître caricatural parce que tout ce qui est généraliste est caricatural, mais je pense que les filles ne perdent jamais de vue les enjeux. Et quand vous parliez tout à l'heure de la quête de l'amour, ce que vous avez noté dans mon livre, alors que pour moi c'est pas seulement ça, c'est vraiment un truc que les filles ne perdent jamais, ça fait partie de leur boussole, je trouve, et c'est une vraie force, et souvent elle nous ramène à l'essentiel. Et donc le personnage d'Enzo, pour moi, il correspond à une réalité d'un certain type d'homme. Et je leur jette pas la pierre, ils sont juste incompatibles avec une vie de couple telle qu'elle doit être menée, à mon sens. D'accord. Et dans le petit groupe de femmes donc, qui fréquentent le club de sport avec Éline le mardi soir à 19h, chez Flammarion, Pour être complet, il faudrait donner le prix légalement. Là, ça deviendrait complètement sordide, en fait. Je connais même pas le prix de mon livre, c'est une horreur. Donc, vous avez qu'à redire, après Flammarion, je rajouterai le prix. Je crois que c'est 21 €. 21 €. Qui dit mieux? Non, c'est pas une vente aux enchères. Hein.
Donc les âges sont très divers, les milieux sociaux très différents, les âges aussi. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude dans notre société d'une telle diversité parce qu'on a plutôt tendance à fréquenter les gens qui nous ressemblent, à être dans un entre-soi. Donc est-ce que dans ce livre, vous aviez envie d'aérer, d'ouvrir les fenêtres? Alors c'est une excellente question, mais c'est dans les clubs de sport, il y a ça. Et c'est pour ça que ça m'intéressait d'utiliser ce biais-là. Parce qu'effectivement, et c'est un peu ce que cherche Hélène, c'est-à-dire qu'on est tous séquencés dans nos milieux sociaux, dans les cases dans lesquelles on nous enferme souvent, et de temps en temps faire le pas de côté et aller voir le truc qu'on ne s'attendait pas à voir, ou aller rencontrer les gens qu'on n'avait pas prévu de rencontrer. Mais c'est un ventilateur intérieur, c'est de l'air frais, c'est de la découverte, c'est de la curiosité, c'est de la vie. Et c'est ça que je voulais pour le personnage. Elle ouvre une fenêtre sur sa vie et elle s'envole ou d'autres oiseaux viennent. Je ne sais pas quelle est l'image qui convient, mais en tous les cas, il y a cette espèce d'énergie du mélange inattendu, qui est pour moi une nécessité absolue pour progresser, se remettre en cause, apprendre et avancer. Mais c'est génial de rencontrer des gens dont on ne sait rien et d'avoir des discussions. Ce midi, j'ai mangé avec des gens que je ne connaissais pas du tout. C'était juste phénoménal. On a beaucoup rigolé. C'était pas des auteurs parce que vous étiez il y avait Serge Bloch et Suzy Morgenstern, c'est oui, ça, j'habite Morgenstern, ouais. Juste, mais extraordinaire. On s'était jamais rencontrés avant. Nos métiers nous permettent de se parler rapidement et d'aller au cœur tout de suite de l'essentiel. J'ai découvert des personnalités absolument fabuleuses et voilà, je trouve ça bien. Je passe mon temps à ça. À Saint-Étienne, j'étais parrain de la manifestation. Il m'avait mis, parce que j'étais parrain de la manifestation, dans un débat où il ne pouvait pas faire autrement que de me mettre parce que j'étais l'invité d'honneur. Et grosso modo, comme ici, comme ici, vous êtes l'invité d'honneur. Et j'étais entre un épidémiologiste et un architecte. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je les ai écoutés, ils étaient juste passionnants tous les deux. On a débordé de je ne sais pas combien de temps. Et c'était juste passionnant, c'était génial. Et accessoirement, je suis en contact avec eux parce que je trouve ce qu'ils font absolument formidable. Mais c'est ça, notre rencontre quand on s'était parlé. Enfin, nos métiers ne valent que pour les rencontres, ça c'est clair. Mais en tout cas, pour les papiers de couleur. Ils sont là. Et même, c'est le grand écart parce qu'entre Hélène qui arrive à vélo, enfin qui circule à vélo, et Aubline qui elle arrive au club de sport avec en voiture avec chauffeur, bon là c'est quand même le grand écart. Oui, mais c'est quelque chose qui se fait, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement sur des compétitions, des choses comme ça, rencontrer des gens qui n'ont pas du tout la même vie. Et je trouve ça toujours étonnant d'aller d'un milieu à l'autre, et je trouve ça toujours intéressant d'échanger les points de vue. Parce qu'en fait, souvent, ce qui réunit les gens, c'est une humanité qui est commune, quel que soit le niveau social, l'apparence. Et j'aime bien quand, dans une aventure, il y a l'occasion de dépasser les a priori, de dépasser tout ce qu'on calque quasiment automatiquement sur les choses qu'on... effectivement, c'est ce que dit Hélène quand on entend... alors, je me souviens plus de son nom, son prénom, c'est Aubline. Mais comme je suis déjà sur d'autres projets, j'ai oublié le nom de mes personnes. Ah ben, je suis comme ça, moi. Oui. Ah ben, j'avance, hein. Et là, quels sont vos personnages alors en ce moment? Jean-Paul II, une pieuvre. Non, je vous dirai rien. Mais j'ai essayé. Hein. C'était pas mal, Jean-Paul II, une pieuvre. Ça vous intéresserait de lire un roman avec Jean-Paul II, une pieuvre? Lequel va se noyer, à votre avis? Alors, j'ai le début. C'est Jean-Paul II, une pieuvre sont dans un bateau. Jean-Paul II tombe à l'eau. Ça vous intéresse pas, Véronique? Mais je sais pas où ça va aller, en fait. Le début, c'est facile, mais après... Il y a un autre personnage qui est important dans le roman, c'est l'hôpital. Parce que je crois que vous avez fait une immersion dans un service de chirurgie orthopédique, c'est ça? C'est extraordinaire. Alors, en général, quand je travaille sur un roman, je n'aime pas parler du quotidien des gens sans aller voir réellement. Donc quand j'ai écrit Demain j'arrête, j'ai passé 1 semaine et demie dans une boulangerie. Je me levais tous les matins à 4h, j'étais avec eux, ça va, c'est dans mes horaires, c'est même 1 heure plus tard. Et je leur ai foiré des pains, je leur ai foiré des gâteaux. La vie leur a semblé très vide après mon départ, en fait. Mais on a beaucoup rigolé. Et j'y fais toujours mes courses aujourd'hui, c'est la boulangerie de notre ville. Et en fait, il y a un rapport avec eux qui est juste extraordinaire. C'est vraiment... Et donc, je l'ai fait dans plein d'endroits. J'aime vraiment me documenter, d'abord parce que c'est un privilège d'approcher les gens dans leur quotidien. Et... on passe au-delà de quelque chose. Et sur alors, les hôpitaux ont toujours été très présents dans mes histoires. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Dès mes premiers thrillers, il y avait des hôpitaux. Parce que pour moi, c'est un endroit de vie. On finit tous par aller à l'hôpital. Tous pour y accompagner quelqu'un, pour nous-mêmes, pour en ressortir, pour pas en ressortir. Mais en l'occurrence, c'est un lieu de vie dans une humanité. Et là, en l'occurrence, j'avais vraiment besoin de saisir comment ils fonctionnaient. Je n'y allais pas pour des anecdotes. Je voulais voir comment ils travaillaient ensemble. Donc ça, c'est un des avantages de mon métier.
En pleine pandémie, j'ai demandé à un hôpital de m'accueillir en observation. Et il se trouve que la directrice des soins, donc c'est un poste très important, qui en fait chapeaute la totalité des infirmières et des aides-soignants. C'est une lectrice femme et fan. Et donc en fait, elle a convaincu tout le monde de me laisser venir. Et donc ils m'ont accepté. J'ai fait des journées, j'ai fait des nuits. Et ce qui était marrant, c'est qu'il m'avait mis pour pas inquiéter les malades, il m'avait mis une blouse blanche. Et quelqu'un de mon âge avec des cheveux blancs qui se balade en blouse blanche à l'hôpital, c'est bonjour docteur. Et le deuxième matin, donc j'ai vu ce qu'ils faisaient, je les écoutais, ils m'oubliaient complètement, c'était vraiment génial. Et un matin, je sors, il y avait un jeune homme qui avait eu un accident de moto, et il s'était fracturé un truc à la jambe, je crois. Et quand il est sorti de sa chambre, ça allait pas. Et j'étais face à lui, il me fait « Docteur, ça va pas, je perds du sang. » Et donc je lui dis « Alors, pour votre sécurité, c'est pas moi qui vais vous répondre. » Et je suis parti en courant comme un enfant apeuré, chercher des gens compétents. En fait, et on a bien rigolé avec le mec après, mais les chirurgiens ont été extraordinaires. Ils m'ont proposé de voir le bloc opératoire, donc j'avais dit « Non, c'est pas la peine, vous allez avoir quelqu'un de plus à se soigner, donc c'est pas la peine. Je suis pas câblé pour ça, j'y arrive pas. » Et ils m'ont quand même montré le bloc opératoire après une opération. Ça ressemblait à une boucherie après une explosion. C'était assez impressionnant. Et honnêtement, c'était... voilà. Mais ça a été formidable de voir ces humanités au travail. C'est même pas seulement ces humanités, c'est ces complicités, ces associations au travail. C'était génial. Mais par respect pour les gens, je déteste les gens qui font 3 recherches Wikipédia et qui prétendent s'y connaître. Je n'ai pas de respect pour ces gens-là. Il faut aller voir, il faut écouter, il faut respecter un peu. Et vous dites qu'une infirmière, par exemple, elle a une vision panoramique sur l'humanité parce qu'elle ne choisit pas les gens de Complètement. Ils voient passer tout. Alors j'avais choisi le service de chirurgie orthopédique parce que c'est vraiment un service, dès que vous cassez quelque chose, dès que vous foulez quelque chose, vous finissez chez eux. Et pour moi, c'est un garage pour humains. C'est-à-dire que la chirurgie orthopédique, en général, on en ressort réparé. C'est pas le viscéral, ça peut être compliqué, c'est pas l'oncologie, c'est pas la gériatrie. Donc c'est un service où en fait vous rentrez, vous ressortez avec des morceaux de plastique recousus, retaillés, retapés. C'est assez impressionnant ce qu'ils font. Et du coup, ils ont absolument tous les âges et toutes les circonstances. Alors j'ai inventé des anecdotes dans le livre, mais ils m'ont raconté des choses qui étaient juste extraordinaires. Par exemple, il y a un truc qui est dans le livre et qui est très vrai, c'est qu'ils m'ont expliqué qu'ils avaient une saisonnalité. C'est-à-dire, l'hiver, ils ont les chutes. Au printemps, ils ont les petites mamies qui décident de faire leurs carreaux et qui montent sur l'escabeau alors qu'elles ne devraient pas. Les outils de jardin, ça leur apporte aussi beaucoup de travail. Les championnats de moto, les patinoires. Enfin, il y a tout un truc, mais c'est comme chez le marchand de fruits et légumes. Il y a des saisons, quoi. Et il y a un truc qu'ils m'ont enseigné, c'est le jour de Noël, les gens qui débarquent en ouvrant les huîtres et qui se sont bousillés la main. Et ils tiennent des scores, en fait, entre eux. Ils font des concours interhôpitaux pour savoir qui a le plus de maladroits avec les huîtres. C'est méchant, une huître. Et vous connaissez le palmarès au niveau national ? Au niveau assureur ? Non, au niveau national, le palmarès... Ah non. Je ne suis pas allé aussi loin que ça parce que... Alors pour le coup, je l'avais fait pour les assurances. Pour le livre précédent, Une chance sur 1 milliard, j'étais rentré dans les statistiques d'assurance sur les causes d'accidents domestiques et tout. On est une espèce minable en fait. Les gens qui sauvent des orphelins dans un orphelinat en flammes, il y en a très peu. Par contre, des gens qui se cassent la gueule dans leur douche sur du gel douche, il y en a énormément en fait. Mais c'est la vraie réalité des gens. Je trouve ça génial, quoi. Et alors, si vous vous souvenez encore d'Éline, peut-être que vous l'avez oublié, hein, d'après ce que j'ai compris. Elle est chère à mon cœur. Quelle part d'Éline y a-t-il en vous ? Alors, je raisonne pas comme ça, en fait, parce que j'ai pas sa désespérance. En couple, je suis très heureux et j'ai jamais joué aux jeux vidéo, donc quel que soit le côté que j'aborde, en fait, ça ne me correspond pas. J'ai pas besoin de piocher. Je crois qu'en fait, ce qui me ressemble le plus dans mes livres, c'est le prisme que j'ai vis-à-vis de la vie. C'est-à-dire un positivisme responsable, une relativité optimiste par rapport au bordel ambiant, et puis une volonté farouche de faire que ce soit le mieux fait possible. C'est ça qui me caractérise. Mais après, c'est dans tous mes personnages. Je suis Julie, je suis Éline, je suis Andrew. Bien sûr, je suis ce que j'écris, donc forcément, il y a de moi dedans. Mais à la limite, je ne suis pas le mieux placé pour vous dire ce qu'il y a de moi dedans. Les blagues idiotes, si, c'est moi. Genre lécher les prises. Alors j'ai pas fait, mais j'ai poussé des gens à le faire. Maintenant, je m'en veux beaucoup, je l'avoue publiquement, mais je le referai peut-être quand même parce que c'est très drôle. Vous faites pas des paris perdus avec des amis ? Vous voulez des idées ? Ouais. Oui.
Ah non, mais c'est extraordinaire. Le principe... Alors, les garçons sont très bons publics pour ça. Les filles se méfient plus. Mais vous avez des garçons que vous poussez dans le vide avec le pas cap, t'es pas cap, c'est pas une question d'âge. Hein. Moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est la semaine dernière avec mon meilleur pote. Et il a 50 ans, j'en ai 56. Et il y a la moitié d'un magasin qui a pleuré de rire, hein, quand même. Et ça me fait penser que c'est vous qui m'aviez raconté que vous aviez crevé les pneus de quelqu'un. Alors non, j'ai salopé un pot d'échappement. Non, vous avez crevé les pneus d'un mec qui partait avec toutes les affaires, tous les meubles. C'est l'ex d'une copine à qui on a immobilisé la voiture de force. Ouais, j'ai crevé ses pneus. Ouais. Il n'est pas parti, il avait vidé l'appartement. Ah oui, il avait vidé l'appartement. Ce gros bâtard. Et ça se dit pas. Hein. Et en fait, on savait pas comment l'arrêter. On était assez nombreux pour lui casser la gueule, mais on voulait pas ça. Donc on lui a crevé ses pneus de bagnole. Elle a quand même divorcé. Hein. J'ai pas mon couteau sur moi. Il y a quelqu'un qui veut vous embaucher. Mais alors je sais pas si vous avez lu tous mes livres, mais ce dont je crois qu'on en avait parlé avec vous, la patate dans le pot d'échappement, ça marche. Hein. Mais ne le faites pas. Hein. C'est 2000 € de dégâts. Hein. Mais par contre, l'explosion, c'est du Chopin. C'est magnifique. Quand dans la nuit, vous avez le pot d'échappement qui éclate, mais c'est monstrueux. Non, cette vie vaut vraiment la peine d'être vécue pour ce genre de choses. C'est fou ce qu'on peut faire avec une patate et un couteau. Ça, c'est moche. J'ai déjà souffert à l'école parce que c'est moi qui faisais l'andouille et tout le monde me balançait. Pardon. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup dans ce roman, parce que d'habitude, vous commencez tous vos livres par la phrase « Il faisait nuit, virgule, un peu froid ». Et celui-ci commence par « Il faisait froid... » Non, mais pardon. « Il faisait nuit, virgule, de plus en plus froid ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il fait plus froid aujourd'hui qu'avant ? Non, c'est pas une symbolique. Cette phrase est effectivement un gimmick. C'est mon « Il était une fois à moi ». Mais pour le coup, je la fais varier. Elle a changé plusieurs fois dans les livres. Il y a des fois, elle n'est même pas à la première ligne. Des fois, elle peut être 2, 3 lignes ou 4 lignes plus loin. Oui, parce qu'elle n'est pas tout à fait au début. Ouais, elle peut ne pas toujours être au début. Mais oui, il faut surprendre. Les gens me connaissent, j'ai besoin de les surprendre un petit peu. Donc je sais qu'ils cherchent la phrase au début. Mais c'est bien. Et dans la postface ou la lettre que vous adressez au lecteur à la fin de votre livre, vous écrivez que vous vous demandez souvent pourquoi vous écrivez et pourquoi vous aimez tant ça. C'est quand même étonnant qu'avec l'expérience que vous avez, que vous n'ayez pas la réponse à cette question. Alors je vais être très honnête, non, je ne l'ai toujours pas. Parce qu'en fait, je fais les choses dont j'ai envie et auxquelles je crois, mais je n'ai pas les réponses. Je pense que quand vous commencez à tout comprendre et à avoir l'impression de tout savoir de vous-même ou que vous n'avez plus de zone d'ombre, que vous n'avez plus d'envie, que vous n'avez plus cette espèce de feu sacré, vous êtes bon pour mourir et passer à la vie d'après, quoi. Et il y a tellement de choses que j'ignore, il y a tellement de trucs où j'ai des doutes, où je ne sais pas. À chaque fois, je l'expliquais hier à des élèves, moi, à chaque fois que je propose une histoire, c'est jamais une suite. Elles sont différentes, elles peuvent être dans des genres différents, ce qui a pu à un moment surprendre les gens jusqu'à ce qu'ils comprennent en fait que c'était toujours le même bonhomme. Et maintenant, souvent on me dit, maintenant les gens ne lisent même plus le résumé derrière. C'est-à-dire ils voient mon nom, ils y vont. Ça, c'est un gage de confiance qui est extraordinaire. Mais il y a des gens qui ont encore des réticences parce qu'ils préfèrent un secteur ou un autre. Mais vous parliez tout à l'heure de Demain j'arrête, qui était catalogué en comédie après de thriller. On parle d'une femme qui ne croit plus à l'amour. Et soudain tout change, on l'a mis en comédie, c'est une adolescente qui meurt. Complètement cramée, on me l'a mis en comédie, c'est un vieux monsieur qui veut plus vivre. Je sais pas si c'est des comédies. Mon job, c'est de ramener de la lumière là où il y a de l'ombre. Donc après, on appelle ça des comédies, tant mieux si c'est des comédies. Ça fait rire les gens, j'en suis fou de bonheur. Mais je crois qu'ils viennent pas seulement parce qu'ils rigolent. Je crois qu'ils viennent parce qu'ils ressentent. Pour vous, c'est quoi le métier d'écrivain ? Alors, et d'ailleurs, est-ce que c'est un métier ? Ouais, c'est pas un métier pour moi. C'est vraiment une vie. Quand vous voyez ce qui se passe humainement, quand vous voyez ce que je suis et tout, j'écris des livres. Il y a de la technique, il y a du travail, il y a une équipe. Il y a mes éditeurs derrière, il y a les libraires derrière, il y a le public qui m'a libéré. Mais honnêtement, c'est pas un métier. Ça s'apprend pas. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de diplôme. Il y a une fiche ONICEP sur le métier d'écrivain. Sérieux ? Oui. Et il y a beaucoup de gens qui la lisent ? Je sais pas, mais en tout cas, elle existe. C'est génial, ça. Et qu'est-ce qu'a dit la fiche ? Oh, j'irai regarder. Je vais savoir quel est le métier que je fais.
Pardon, et je vous ai coupé. Continuez, vous aviez d'autres choses à dire sur le métier d'écrivain. Mais ouais, pour moi, c'est pas un métier, c'est une vie. J'ai commencé dans le cinéma parce que c'est le premier moyen que mes parents m'ont fait découvrir pour partager une émotion. On continue à travailler dans le cinéma avec mon épouse. Je vais y revenir différemment en adaptant un de mes romans l'année prochaine. Mais pour le coup, le moyen le plus intime de partager quelque chose avec des gens, en étant à leur disposition, c'est la littérature. Et ça me correspond plus parce que c'est un moyen à la fois plus intime, plus personnel et plus particulier. On est plus libre finalement en littérature. Et c'est quoi le livre que vous allez adapter au cinéma ? Alors l'année prochaine, après 8 ans de combats acharnés, on adapte Complètement cramé en film. Donc c'est un projet qui dure depuis 8 ans. Le projet est tombé 4 fois, il s'est relevé 5 fois, on en a la 5e fois. J'ai le casting que je voulais. Je ne voulais pas être scénariste, je suis co-scénariste. Je ne voulais pas être réalisateur, je le réalise. Et oui, ma vie est un foirage complet. Je vais aller crever des pneus pour me venger. Vous êtes garé où ? Le psychopathe complet. Et donc en fait, par contre, j'ai ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai. Alors je sais pas, il y en a qui le savent déjà, il y en a qui. J'ai John Malkovich dans le rôle d'Andrew Blake, j'ai Fanny Ardant dans le rôle de Nathalie Beauvillier, j'ai Philippe Basse dans le rôle de Philippe Magnier, j'ai Émilie Dequesne dans le rôle de Odile. On a trouvé le château dans lequel on va tourner il y a 3 semaines, qui est juste un endroit de rêve en Bretagne. Malheureusement, on a cherché dans votre région, on n'a pas trouvé. Et vous avez mal cherché. Hein. Mais il y avait trop de cases à cocher. C'était très compliqué pour nous. Et à chaque fois, les gens sont venus au projet parce qu'ils ont aimé l'histoire, ils ont aimé la rencontre avec moi. Et c'est une chance. Je suis un réalisateur débutant, même si j'ai l'habitude des plateaux. Pour mon premier film, j'ai Fanny Ardant, John Malkovich, Émilie Dequesne, Philippe Bache. Je vais arrêter de me plaindre 10 minutes. Pas mal, ouais. Et le tournage donc est prévu fin février. Fin février. Normalement, on démarre le 28 février. Pensez à moi, ça va être comme si je passais toutes mes interros écrites et tous mes bacs le même jour. Là, je pense que je vais perdre 4 kilos ce jour-là, mais c'est une expérience extraordinaire. Donc, on tourne de fin février à fin avril. D'accord. Et je me demandais comment se déroulait une journée type de Gilles de Gardinier, parce que je crois qu'elle commence particulièrement tôt. Alors, quand j'écris, elle démarre très tôt, parce que je me lève à 3h, douche 3h15, devant l'écran à 3h30, j'écris jusqu'à 7h30, 8h, et après je suis disponible pour le monde, pour tous nos métiers, pour le cinéma, pour les lecteurs, pour les lectrices, pour les éditeurs, je suis là. Il se trouve que je sais, depuis qu'on travaille beaucoup sur le film, en fait je me lève juste un peu plus tard, mais en fait je travaille sur la préparation du film, sur le découpage, sur tout ce qu'il y a à préparer, et du coup j'écris pas en ce moment, je n'écris pas en ce moment, mais voilà, tout va bien. Je serais d'autant plus heureux d'y revenir et je serais d'autant plus déchaîné. On se réjouit. Je ne sais pas s'il faut. C'est super gentil, Véronique, mais je ne sais pas s'il faut. Les auteurs, notre métier, c'est de raconter des histoires. Attendez de juger sur pièce. Si ça se trouve, ça ne vaudra rien. D'accord. Alors, vous êtes bien élevé, bienveillant, vous avez réussi, vous avez l'air très équilibré. Bien élevé ? C'est gentil. Ouais. Ma mère est plus là, mais ça m'aurait fait tellement plaisir. Ah non, ça me touche énormément, Véronique, bien élevé. Est-ce que vous pourriez nous citer un de vos défauts ? Des millions de lecteurs ? Non, je ne sais pas. C'est pas à moi qu'il faut demander. Pascal, mon épouse est derrière. C'est quoi mon pire défaut ? L'impatience. Personne t'a entendu et personne ne répétera ça. Non, mais c'est pas vrai. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Je déteste perdre du temps. C'est-à-dire attendre. Mais j'ai attendu 8 ans pour le film. J'ai attendu 11 ans pour faire publier mon premier roman. Je suis quelqu'un qui sait attendre, mais perdre du temps, je peux pas. C'est-à-dire, dès que je me rends compte que le temps ne construit rien, je coupe court. On est trop long, c'est ça ? Non, c'est 5 minutes encore. Il reste 5 minutes. On a 5 minutes. Voilà. Donc, en même temps, si on veut déborder, Véronique, alors, je vous protégerai physiquement s'ils viennent vous retirer le micro. Alors, voici le moment tellement attendu. Voilà. Ça, c'est le bruit de l'intelligence. Donc vous allez plonger votre main dans le bocal. Ok. Vous prenez un petit papier. Ok. Et il y a un mot sur le papier et vous allez nous dire ce que vous inspire ce mot. Ah ouais, j'adore.
Ça, je sais aussi, je peux répondre. Alors, on va le faire rapidement. Alors, la trotteuse, c'est un joli mot. Je les remets dedans parce que peut-être ça resservira à des gens. Non, pas vraiment. Non. Ah, C'est spécialement adaptez à pour chacun. vous. Ah, c'est génial. Ah bah, faut répondre à tout par respect pour votre travail. Alors, c'est le mot trotteuse. Trotteuse, c'est clair, j'ai grandi avec une trotteuse dans le dos. Le temps, je suis conscient de chaque seconde, je parle trop vite. J'essaie de faire les choses sans perdre de temps, mais la notion de temps et du fait qu'à la fin, on va mourir, vous êtes tous au courant ? Il n'y a personne qui va me dire après « Ah, je croyais encore au Père Noël, à la petite souris, tout ça. » Donc à la fin, on va tous y passer. Et c'est une chance extraordinaire d'être vivant, il faut en profiter. Il ne faut pas perdre ça. Donc je vis avec une trotteuse en permanence. L'autre mot, c'est retard. Il m'arrive très rarement d'être en retard. J'accepte les retards. Je vois Sophie qui rigole. Ma collègue de chez Flammarion, femme extraordinaire. Je ne supporte pas les gens en retard sans bonne raison. Parce que ça veut dire qu'ils considèrent que vous n'avez rien d'autre à faire que de les attendre. Pour moi, c'est le pire manque de respect. Dans tous mes rendez-vous professionnels, aujourd'hui que je suis en situation de, à l'époque déjà où je travaillais pour d'autres gens, mon maximum c'était 10 minutes de retard. Et après, je me barrais. Et aujourd'hui, grâce à la célébrité que vous m'avez offert, et aux millions de lecteurs, c'est en moyenne 1 minute 30. C'est un bonheur à vivre pour tous ces gens qui arrivent à Paris en disant « j'ai du mal à me garer, je suis venu en métro. » On peut le redire, hein, et plus de 5 millions de lecteurs. Oui, alors le chiffre est supérieur. Colmar. Colmar, alors c'est une ville que j'ai la chance de connaître depuis très longtemps. C'est ce que je disais à monsieur le maire tout à l'heure, que j'ai eu la chance de côtoyer un petit peu. Ça pourrait n'être qu'un décor. Vous avez beaucoup de villes françaises qui sont juste magnifiques. Mais quand on découvre votre ville, en fait, c'est un lieu de vie. C'est-à-dire Colmar, c'est un magnifique décor, mais c'est aussi un vrai lieu de vie. L'Alsace, c'est une région que j'aime bien. Tout l'Est, j'aime bien. Il y a une mentalité. Chez vous, il fait froid, donc vous êtes obligé de finir votre maison. Oui, mais expliquez ça à des sudistes. Hein, l'été reviendra dans un quart d'heure, donc en fait... Vous, chez vous, si jamais la baraque elle n'est pas finie, vous allez mourir de froid. Donc vous finissez vos travaux. C'est entretenu, l'isolation est faite. J'aime bien ça. Il y a une mentalité de travail. Vous n'avez pas votre drapeau dans la poche. Il y a une vraie fierté d'être de votre région. C'est quelque chose qui me parle. Il y a une chaleur. Les gens sont extrêmement accueillants. Hier soir, on était sur le marché de Noël avec Pascal. J'avais mon masque, ça clignotait de partout. Et il y a quand même des lectrices qui ont réussi à me reconnaître avec le masque et tout. Elles ont été, mais les gens sont chaleureux, quoi. Je suis bien chez vous. Mais je ne bois pas de vin. Je ne bois pas de vin parce que j'ai le vin joyeux et qu'après je ne me... Ça, c'est cruel, Véronique. C'est le bac. Ah oui, pardon. Quand je serai grand, j'arriverai à le passer, mais je n'ai toujours pas mon bac. Ah ben ouais. La première fois à cause d'un tournoi de tennis et la deuxième fois à cause du tournage d'Highlander sur lequel j'étais. Et je vous jure que c'est vrai, c'est la dernière fois que ma mère a essayé de me gifler. Et vous avez vu Matrix, le moment où il esquive les balles en se renversant en arrière ? Eh ben, je l'ai fait. 20 ans avant Matrix. On n'en a pas fait un film. Et pourtant, je vous le rappelle, j'ai des millions de lecteurs. Pyrotechnie. Mais pourquoi on en aurait eu qu'un mot ? On redemande 2 heures, en fait. On demande 2 heures. 2 heures. La pyrotechnie, c'était mon premier métier. Je me suis retrouvé là-dedans dans le cinéma. Je suis arrivé dans le cinéma comme stagiaire. J'ai commencé par les maquettes, vieillir, créer des mondes. C'est un truc qui me passionnait. Et je me suis très rapidement rendu compte que la pyrotechnie m'intéressait pour une raison très très simple. Et c'est ce qui un peu nous réunit avec les livres. C'est que au moment où quelque chose de dangereux se passe, les gens ont besoin de s'entendre. Quand vous arrivez sur un plateau, vous n'avez pas peur de votre maquilleuse, vous n'avez pas peur de votre habilleur, vous n'avez pas peur de l'éclairagiste. Vous avez une peur panique du mec qui va vous faire péter la tronche. Et donc, en fait, ça provoquait des contacts qui étaient juste extraordinaires. Et il y avait un mélange de sérieux, de spectaculaire, de solidarité, de donner confiance aux gens qui me correspond complètement. J'adore ça. C'est vraiment un truc, j'ai adoré ça, vraiment. Et pourquoi vous avez arrêté, alors ? Parce que j'ai découvert un moyen plus puissant de parler aux gens, c'était l'écriture, et que je ne peux pas tout faire. Donc j'ai arrêté il y a 30 ans. Donc je le fais encore en amateur pour terrifier des amis. Oui, j'adore mettre le feu à des choses. National Trust for Scotland. Alors l'Écosse, c'est vraiment... c'est l'organisme qui préserve... C'est un peu les monuments historiques et les eaux et forêts d'Écosse. Il est malin, votre choix. Il est joli, votre choix, Véronique. Hein. Merci.
Mais vraiment. Mais le National Trust for Scotland, c'est un organisme qui préserve les lieux, les sites naturels de l'Écosse. Et en fait, l'Écosse, pour moi, c'est ma terre. Parce que, alors on l'expliquait, et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais de l'Alsace, c'est des terres qui sont difficiles à vivre. On ne monte pas là-haut par hasard. C'est-à-dire que les gens peuvent aller glander sur des plages, mais on ne va pas glander en Écosse. L'été, il y a un vent à 70 km/h sur les plages et l'eau est à 11 degrés. Donc quand vous baignez, en fait, il n'y a personne à droite et il n'y a personne à gauche. Et de temps en temps, il y a un phoque qui vous regarde en disant « Qu'est-ce que tu fous là ?» Mais c'est juste extraordinaire. C'est vraiment... les gens sont vrais. Une poignée de main là-bas, c'est une poignée de main. Les gens s'entraident. Vous fermez pas la voiture. Vous oubliez votre téléphone sur la table, il y reste. Il n'y a pas d'antivol dans les magasins. Les gens, quand ils vous disent « je serai là à 15h avec ma hache », ils seront là à 15h avec leur hache. C'est fou ce qu'on peut faire avec une hache. Comme avec un couteau. Ah mais c'est fou. Plus avec une hache, parce que vous pouvez prendre de l'élan, Véronique. Je vous montrerai. Mais je vais faire du tuto. Ça va être intéressant, mes tutos. Mais honnêtement, c'est vraiment... c'est la terre où je me sens bien, vraiment. On peut boire l'eau des ruisseaux et attraper des maladies bizarres. On peut manger des champignons qu'on pense être des girolles et qui ne sont pas des girolles et attraper des maladies bizarres. On peut sortir en se disant qu'il va faire beau et prendre des pluies et attraper des maladies bizarres. Enfin, c'est un pays que j'aime. Mais c'était une belle question, c'est une belle brochette. J'ai essayé de répondre vite. Hein, parce qu'on a, oui, parce que je crois le compteur tourne. C'est terminé. Ne les regardez pas, Véronique. Si vous niez les problèmes, ils finissent par ne plus exister au bout d'un moment. Des fois, il faut attendre longtemps. Ça marche. Si vous comptez en années... À un moment, ils vont partir, ils vont rentrer. La jeune fille, elle va grandir. Je pense que dans 15-20 ans... Non, on ne parle pas de vous. Elle va se marier, elle sera absente pour son mariage. On continuera. Mais... Du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, alors ? Il y a du monde derrière ? C'est vrai ? Il n'y a personne derrière ? On peut donner les plantes ? Les gens... Qui veut ça ? Je trouve... C'est laid, c'est moche. Bah moi, je prends la Je vous lampe, fais le truc que j'ai envie de faire depuis tout à l'heure, sauf si vous ne prenez pas de photos. Vous me jurez que vous ne prenez pas de photos. Non. C'est filmé, hein. Non, cool. Hein, soyons honnêtes. Hein. Mais on dirait un casque à mise en pli avec qui on en parlait tout à l'heure. Puis pour une fois, j'aurais une ampoule au-dessus de la tête, comme si j'avais une bonne idée. Bon, je crois qu'on me dit Est-ce que vous avez une question ? On n'a plus le temps ? Une question ? Une question ? Mais un truc intéressant. Hein. Est-ce que j'ai couché pour réussir ? Je vous écoute, je m'approche. Je ne sais pas si on a cette câble. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez des audiolivres ? Parce que moi, j'ai trouvé génial. Alors, c'est très gentil. Pour moi, les audiolivres, ça nous a amené un autre lectorat, mais même s'ils l'écoutent, en fait... parce qu'en fait, il y a des gens qui font de la route et qui écoutent les audiolivres. Il y a des gens qui ont du mal à lire ou des hommes qui bricolent ou qui font autre chose. Et en fait, c'est une autre façon d'être proche d'eux au moment où ils en ont besoin. Donc, moi, mon job, c'est de vous raconter des histoires. Donc, tous les moyens qui me permettent d'aller vers vous dans un moyen qui vous correspond, je les accueille avec bonheur. Donc, j'ai pas peur des liseuses, j'ai pas peur des livres, j'ai pas peur des audiolivres. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on n'ait qu'une proposition. Tous les gens qui sont là et qui travaillent, tous mes collègues auteurs, mondialement connus ou moins connus, on a tous la même ambition, c'est vous proposer une émotion en espérant qu'elle trouvera un écho en vous. On n'est tous que des propositions. Donc après, être accessible pour que vous puissiez vous saisir de cette proposition si ça vous dit. Mais voilà, donc les audiolivres, c'est très bien. Après, je les travaille, on choisit les voix, et il n'y a que le dernier chapitre que je ne veux pas que quelqu'un d'autre que moi lise. Donc en fait, sur mes audiolivres, c'est toujours moi qui lis le dernier chapitre. Est-ce que... Non, vous en avez marre, là. Ouais. Non, s'il y a d'autres questions. Après, si vous voulez applaudir Véronique, vous pouvez. Parce qu'elle a du mérite. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Gilles Le Gardinier. Merci sincèrement. Et donc, vous serez présent pendant toute la durée du festival sur le stand jour et nuit. de la librairie RUC. La nuit, j'aurai pas l'étanchéité parce qu'il y a des fuites. mais dans la journée... Non, alors, je serai sur le stand du RUC demain, 21 €, Flammarion, mardi soir, 19h. C'est horrible. Je serai là demain de 10h à 15h, mais sans interruption. Je ne mange pas. Je ne vis pas sans vous. Voilà, merci. C'est une bonne conclusion. Hein. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup.